Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant. On se promène en ville et là on tombe sur un... Un nid de poule un peu dangereux. On sort son téléphone, on prend une photo et hop, on gagnait 50 points dans une sorte de jeu urbain. C'est simple, c'est ludique. Exactement. On se sent utile. Mais ce qui se passe après, Après avoir cliqué sur envoyer, c'est là que ça devient vraiment fascinant. C'est là que s'active tout un business plan qui vise, tenez-vous bien, 42 millions d'euros. et c'est exactement cette mécanique, ce passage du jeu à l'économie de la donnée, qu'on va explorer aujourd'hui. Précisément. On se penche sur un projet nommé MySpot Pétale. L'idée de base, transformer les citoyens en joueurs pour améliorer leur environnement. Sur la table, on a des sources assez riches, un document de présentation stratégique, des aperçus des interfaces MySpot Pro et PétaleOS. Notre mission, si on l'accepte? C'est de suivre le parcours d'une donnée, depuis le smartphone d'un citoyen jusqu'au tableau de bord d'un décideur, pour comprendre comment ce système fonctionne et surtout comment il se finance. En somme, on va soulever le capot pour voir le moteur qui se cache derrière l'application. C'est ça. Alors, commençons par le concept de base, celui que tout le monde voit, la gamification, la ludification. Le principe, c'est que l'espace public devient un immense terrain de jeu. Participer, c'est faire ce qu'ils appellent des claims géolocalisés. Pour signaler un lampadaire cassé ou un joli coin de verdure, par exemple. Oui, les documents citent des exemples que tout le monde connaît, comme Pokémon Go. On se souvient tous de ces attroupements de gens redécouvrant des parcs ou des ruelles oubliées. Ah oui, complètement. Le parc près de chez moi était tout à coup plein de monde à 22 heures. C'était assez surréaliste. Exactement. Et c'est cette valeur sociale que le projet cherche à capturer pour ensuite la traduire en métrique. Recréer du lien, rendre les rues plus sûres parce qu'il y a plus de passages. C'est ça. Mais au-delà de cet aspect social, il y a la valeur brute de la donnée. Pour une collectivité, c'est de l'or. Elle obtient en temps réel des géodonnées incroyablement utiles pour reprendre leurs termes. Et surtout, sans avoir à payer pour la collecte. Et pour être sûr que ce flux de données ne s'arrête jamais, le système est conçu pour être presque addictif. C'est ça qui est malin dans la conception. Quand on regarde les maquettes de l'interface citoyen, on ne voit pas juste des fonctionnalités, on voit des leviers psychologiques. Le classement, le leaderboard, les niveaux d'expérience comme citoyen novice, Les récompenses, les achievements, first claim, territory king, ce n'est pas juste pour amuser, c'est de l'ingénierie comportementale pour transformer le devoir civique en une compétition. une boucle qui garantit un flux constant et gratuit de données. Voilà. D'accord. Le mécanisme de collecte est clair, les citoyens jouent, ils sont engagés, ils produisent de la donnée de qualité, mais venons-en au nerf de la guerre. L'argent. Comment une application gratuite pour le public peut-elle générer des revenus? Le projet est très structuré là-dessus, avec son offre MySpot Pro. Le modèle se veut symbiotique. D'un côté, la production de données gratuites, assurée par les joueurs. De l'autre, des clients institutionnels payent un abonnement pour accéder à une version analysée et enrichie de ces données. Et la stratégie financière repose sur plusieurs piliers. Le premier, j'imagine, c'est de vendre des licences directement aux villes. Oui, c'est le flux de revenus le plus direct, la vente de licences B2B ou B2G, c'est-à-dire aux entreprises et surtout aux acteurs publics. Un modèle d'abonnement SaaS, quoi. Software as a Service, exactement. Les clients ciblés sont les mairies, les métropoles, les agences de mobilité. Attendez, les documents mentionnent des abonnements qui pourraient aller jusqu'à 50 000 euros par an. Est-ce que c'est réaliste, ça? C'est une très bonne question. La plupart des municipalités ont déjà des services techniques, des numéros verts. Vont-elles vraiment payer une telle somme pour des infos que les citoyens donnaient avant gratuitement par un simple coup de fil? C'est la question clé et le principal obstacle à franchir pour eux. Le pari du projet, c'est que la qualité, le volume et surtout la temporalité de la donnée sont sans commune mesure avec ce qu'un service technique peut récolter. Un coup de fil, c'est un point de données isolé. Voilà. Alors que là, la plateforme promet de fournir une carte de chaleur en temps réel du ressenti citoyen sur tout un territoire. D'accord. Mais vous avez raison. Le premier rendez-vous avec le directeur financier d'une ville moyenne sera décisif. Pour convaincre, il cite l'exemple de Cap Collectif, en France, une entreprise de la Civic Tech qui affiche un taux de renouvellement de ses contrats de 90%. Ah oui, quand même. Ça suggère qu'une fois qu'une administration y a goûté, elle a du mal à s'en passer. Ok, donc le premier pilier, c'est la vente de logiciels aux villes. Mais les documents parlent de quelque chose de plus ambitieux. Un véritable marché de la donnée. Ça semble... Plus lucratif et un peu plus sensible. C'est ça. Comment ça marcherait concrètement? C'est le deuxième pilier, le data as a service. L'idée n'est plus seulement de vendre l'accès à un outil,
mais de vendre des produits de données packagés et anonymisés. Et là, les maquettes de l'interface MySpot Pro sont très parlantes. Oui, on y voit un rapport mobilité mensuel affiché à 2 500 €, un audit territorial trimestriel à 5 000 €. Et même une licence entreprise annuelle à 120 000 €. 120 000 €. Là, on ne parle plus d'une mairie. Qui paierait pour ça? Non, on cible de plus gros acteurs. Pensez à une grande entreprise de transport qui veut optimiser ses trajets. Un promoteur immobilier qui cherche le meilleur emplacement? Ou une chaîne de magasins qui veut analyser les flux piétons avant d'ouvrir une boutique. Pour eux, ce type de données ultra locales et à jour vaut de l'or. Tout ça repose sur l'utilisation des données personnelles des gens. La question du RGPD est inévitable. C'est la pierre angulaire de tout leur modèle économique et éthique. La réponse tient en un mot, l'anonymisation. D'accord. Le document stratégique est très clair là-dessus et cite même la CNIL. Des données véritablement anonymisées ne sont plus considérées comme des données personnelles. Du coup, elles sortent du champ d'application du RGPD. Exactement. Et c'est ce qui rend la commercialisation légale. Mais qu'est-ce que véritablement anonymiser veut dire? C'est facile de regrouper des données et de prétendre que personne n'est identifié. C'est là que leur technologie doit être irréprochable. Le projet s'inspire de ce que font déjà des acteurs comme Waze, qui partagent des données de trafic agrégées sans qu'on sache qui est dans quelle voiture. Ou Mapillary, qui floute les visages et les plaques d'immatriculation. C'est ça. Le principe est de garantir qu'on ne puisse jamais remonter un individu. La confiance des utilisateurs est leur capital le plus précieux. S'ils la perdent, le flux de données s'arrête. Et tout le modèle s'effondre. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux s'ils font un faux pas. C'est clair. Alors, mettons-nous à la place d'une métropole qui a payé son abonnement pro. Concrètement, qu'est-ce que ces employés voient sur leur écran le lundi matin? Ils ont accès à un tableau de bord analytique assez puissant si l'on en croit les maquettes. On y voit des indicateurs clés en temps réel. Du genre, Par exemple, 12 487 claims sur les 30 derniers jours. Ou encore 1892 utilisateurs actifs avec un taux d'engagement de 67%. pour une administration, c'est une mine d'informations. Un responsable de la voirie peut voir en un clin d'œil si les signalements de nids de poules ont explosé cette semaine et dans quel quartier. Exactement. Et ça va plus loin. Le tableau de bord offre des analyses spatiales et thématiques. On voit un top 5 des zones actives à Bruxelles, par exemple. Oui, avec des lieux comme Schumann ou la Bourse, et surtout des tendances. Est-ce que l'activité dans ces zones augmente ou diminue? Et on a aussi une répartition des claims par catégorie. 42% pour la mobilité, 23% la sécurité, 18% la propreté. C'est un véritable outil de pilotage des politiques publiques basé sur le retour direct, quasi instantané des habitants. On voit bien la puissance de l'outil. Parlons maintenant de la stratégie globale. C'est un projet pour équiper quelques villes pionnières ou la vision est plus large? L'ambition est clairement mondiale. Et les chiffres donnent un peu le vertige. Le plan de revenu sur 5 ans vise à générer 37,2 millions d'euros. Oui, Pardon, 37,2 millions en seulement 5 ans. Ça me paraît astronomique. Pour mettre ça en perspective, les documents disent que leur objectif de financement total sur 20 ans est de 42 millions. c'est juste. Ils prévoient donc de faire 88% du chemin en un quart du temps. Quelles sont les hypothèses derrière un chiffre aussi optimiste? Le document admet que c'est un objectif ambitieux, mais le justifie par une stratégie de croissance très méthodique qu'ils appellent en escalier. En escalier? Oui, ce n'est pas une courbe exponentielle sortie d'un chapeau. La première marche, c'est le développement d'un prototype, le fameux MVP, financé non pas par des clients, mais par des subventions publiques. Via des appels à projets comme Europe Numérique. Voilà. Ça permet de construire la base sans pression commerciale. D'accord, ça limite le risque initial. Et la deuxième marche? La deuxième marche, c'est de tester le modèle avec un petit groupe de 5 à 10 villes moyennes. L'idée est de leur proposer l'outil à un tarif sûrement très attractif pour Pour prouver le concept. prouver le concept, recueillir des témoignages et affiner le produit. C'est la phase de validation, Et c'est après cette phase que l'accélération est censée se produire. précisément. Troisième marche, le lancement commercial à grande échelle des offres pro. En ciblant les grandes métropoles et les entreprises privées, qui ont des budgets beaucoup plus importants. Et enfin, la dernière étape, c'est l'expansion internationale.
Pour soutenir cette croissance, il prévoit de recruter une équipe de 42 personnes d'ici 2030. C'est une équipe assez conséquente. Oui, et ils insistent sur un mélange de profils, des développeurs, des data scientists bien sûr, mais aussi des urbanistes, des sociologues et des juristes spécialisés en RGPD pour être crédibles face aux administrations. On arrive au bout de cette analyse. Pour résumer, MySpotPetal dessine un écosystème où, en théorie, tout le monde trouve son compte. D'un côté, le citoyen a une application gratuite et amusante qui lui donne un pouvoir d'action sur son environnement. Et de l'autre, les institutions, publiques comme privées, paient pour accéder à des analyses de données fines et anonymisées. Permettant d'être plus efficace et de mieux investir. C'est la promesse d'une ville plus intelligente et réactive, financée par la valeur de ses propres données citoyennes. C'est une vision très cohérente. Mais ça laisse une question en suspens pour la suite. En effet, ce modèle, comme beaucoup d'autres dans la Smart City, repose entièrement sur la contribution volontaire et non rémunérée de milliers de citoyens. Leurs actions individuelles, une fois agrégées, créent une valeur économique considérable. Qui est captée par une plateforme. Cela nous amène à une question fondamentale pour la ville de demain. Quel est le bon modèle d'incitation pour garantir la participation citoyenne sur le long terme? Est-ce que l'attrait du jeu et la promesse de meilleurs services publics suffiront une fois la nouveauté passée? Ou faudra-t-il, à l'avenir, imaginer des systèmes où la valeur économique créée est partagée plus directement avec ceux qui la produisent? La question est posée. Merci de nous avoir suivis.